Bonjour à tous. Euh, donc mon nom c'est donc Charline Vergos. Je suis UX and UI designer à l'agence Stew, nouvellement Lonsdale Digital. Chez Stew, je suis la personne chargée de s'occuper de tout ce qui va être production de contenu, illustration et infographie. Donc en parallèle du travail du UX and UI designer. Désolé, je vais bégayer un tout petit peu. Donc voilà, donc en fait là le but c'est de faire une petite presse assez rapide qui va vous présenter le quotidien de mon travail et avant ça de faire une petite rétrospective de ce qu'est une infographie et en quoi est-ce que c'est un média que j'estime intéressant dans les années à venir. Une infographie, qu'est-ce que c'est ? Là je vais lire parce que c'est compliqué. Représenter de manière visuelle des données complexes pour simplifier leur appréhension et leur compréhension. L'idée, c'est simple en fait. On va donner une forme à un contenu, à du fond. Donc on va travailler sur la relation du fond et de la forme. De manière totalement pratique et pragmatique, ça va être un format image, généralement en longueur, comme on peut le voir sur l'écran. Et donc je pense que vous en avez déjà tous vu, ou si c'est pas le cas, vous devez pas être très très connecté, parce que ça fait un peu le buzz depuis, disons, 2010. C'est devenu un support de communication assez important. En fait, c'est pas vraiment une nouveauté. Faire une infographie, c'est une technique, c'est un nouveau média, c'est un nouveau format, mais on a toujours expliqué par des dessins, par des contenus mixtes qui vont lier des schémas assez techniques à des schémas donc des schémas fonctionnels à des dessins très représentatifs associés à du contenu texte, comme ça peut être le cas sur tous les documents des carnets de croquis de Léonard de Vinci. Donc en fait, on va se dire, c'est pas tout à fait nouveau. Pareil, la pyramide de Maslow, que vous pouvez voir juste ici, là, ce qui a fait la force de l'idée, c'était le concept, c'est vrai, mais c'est aussi sa représentation. On parle de la pyramide de Maslow, quoi. On va pas parler de la théorie de la même façon, on va juste associer mentalement un concept à une représentation graphique. Et donc, on peut dire en ça que c'était déjà une première mise en forme infographique. On est dans un contexte assez particulier à l'heure actuelle, vous le savez très très bien, ou alors je vais vous l'apprendre. On est quand même tous entourés d'informations, de contenus, on est très 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 sollicités, l'univers digital explose, et en cela, ça va poser une petite problématique d'attention. On n'est plus des lecteurs, désolé de vous le dire, on est de moins en moins des lecteurs. Et la problématique, du coup, elle va être de se dire, je ne peux pas agir sur nos habitudes à nous, en tant que consommateur, en tant que pseudo-lecteur, avec les 9 secondes d'attention qu'on va avoir. C'est juste impossible de jouer sur ce mécanisme qui est en train de se mettre en place. Par contre, là où on peut vraiment jouer dans la production d'un contenu de qualité, ça va être de construire un contenu et de le préparer à la lecture pour avoir une lecture facilitée. Donc notre objectif sur la création d'une infographie, je ne sais pas si je suis très très claire, donc on en reparlera après, mais ça va être encore une fois, de donner une forme simplifiée à un contenu sans pour autant dégrader la qualité du contenu. Et ça, c'est très très important. Simplifier ne veut pas dire minimiser, ça va juste être une question d'organisation et une question de représentation. Donc on va penser sous la forme d'un mode de communication qui va être user-centric. Et c'est là que ça fait le lien avec, par exemple, mon expérience de UX, UI designer. C'est pas vraiment une surprise si on peut passer d'une casquette à l'autre. C'est plutôt logique, en fait. Donc le premier à en avoir parlé dans les temps modernes, ça va être ce monsieur, dont je vais écorcher le nom, Edward Tuftle, qui était professeur aux États-Unis et qui est professeur très bien, en statistique, en économie de l'information et en économie politique. Et en 1975, on lui pose la question, on lui dit, voilà, Édouard, tu dois transmettre ton savoir et ta connaissance sur les statistiques à un groupe de journalistes qui vont être là pendant un temps limité. Et c'est à ce moment-là qu'il se pose la question, je vais pas transformer mon contenu est existant, je veux faire passer une information, mais je vais réfléchir à la façon de la transmettre visuellement.
Et c'est là qu'on commence à avoir des théories concernant le lien réel entre la représentation et le contenu en lui-même. Donc en fait, c'est ce que j'ai dit peut-être plusieurs fois déjà, ça va être travailler le fond par la forme. J'avais une petite transition pour ça, mais je l'ai oubliée. Donc une infographie, en fait, ce qui va faire qu'elle est virale, parce qu'effectivement c'est quand même ce qu'on cherche aussi, il ne faut pas se leurrer, ça va être de notre travail en amont. On a créé un format, on a créé un contenu qui a une forme particulière et qui est simple. Quelque chose de simple, je vais pouvoir en tant que lecteur me l'appréhender. Et donc, ça va me plaire, j'ai trouvé ça facile, il y aura une adhésion de ma part, je vais davantage le partager et je vais avoir envie de le partager. Donc, c'est vraiment ça qu'il y a un mécanisme de viralité qui est assez dément. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a 10 fois plus de contenu retweeté qui contenait une infographie par rapport aux autres contenus sur le web. De la même façon, un tweet ou un message sur Facebook qui contient le mot infographie est 10 fois plus consulté que tout autre message texte. C'est quand même assez hallucinant. Et en cela, ça fait une audience potentielle de 15 millions de personnes. Bon, je vous ai tous endormis. On va essayer de se réveiller un petit peu. 15 millions de personnes, ça va correspondre à 6,7 fois la population de Paris. Là, je ne sais pas si ça vous parle un petit peu, mais quand on travaille sur une infographie, le principe, ça va être de faire des équivalences, justement, entre des chiffres qui sont complètement abstraits et de les adapter à l'audience. Donc, je ne connais pas les chiffres exacts sur Nantes. Je suis partie sur Paris, c'est une valeur sûre, a priori. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ici ? Différentes approches. Alors en fait, comme dans tous les formats rédactionnels, il va y avoir des genres, il va y avoir des grands modèles et il va y avoir des patterns. Je ne sais pas s'il y a des designers dans la salle ou en tout cas des gens à qui ça parle, mais en tout cas, un pattern design, ça va être un type de modèle que je vais pouvoir répéter, qui a une certaine logique. Donc je vais vous en présenter quelques-uns. C'est pas du tout le but de continuer à vous endormir. C'est juste histoire d'éveiller un peu la curiosité et de vous questionner sur la nature d'un contenu et son rapport par rapport à la représentation. Parce que vous allez le voir, il y a des contenus qui ne sont pas compatibles avec un type de représentation, même si on est toujours dans l'idée d'une présentation d'infographie. Alors on va avoir un modèle que vous avez déjà dû voir qui est l'infographie versus. J'ai donné des petits noms pour pas qu'on soit trop perdu. Ce qui va être le fait d'expliquer un fait, un contenu, en l'opposant à quelque chose d'autre. C'est une stratégie narrative et d'explication qui est commune au possible, mais qui est très très efficace. Ça peut être très très drôle. Là, sur les exemples que j'ai choisis, on est quand même sur un vocabulaire qui est très caricatural, et c'est souvent le cas, parce qu'on peut vraiment jouer sur les travers et les différentes facettes d'une même idée. Donc, je vais vous inviter à aller les regarder après, à les découvrir par vous-même, parce que comme vous l'avez vu, on est sur un format panoramique pour présenter une fichier image qui est en longueur. Bon, bref, on fera au mieux. Donc en tout cas, ce premier pattern est plutôt utilisé et fonctionne plus trop bien. L'idée, c'est expliquer un fait par une opposition. Là, on va être sur quelque chose de beaucoup plus graphique, beaucoup plus visuel. J'ai regroupé ces deux patterns sur la même slide parce que pour moi, ils sont très très complémentaires et ils avancent bien l'un avec l'autre. Sur la partie de droite, la mind map, on a cette... je vais vous le décrire un petit peu, mais vous le voyez, en fait, je pensais que ce serait plus loin. On a cette idée d'avoir, de se mélanger, de parcourir, d'avoir un cheminement de pensée et diffus autour du thème qui est le vin. Alors, le vin, les rosés, et donc toutes les saveurs qui vont être associées à ça. L'objectif de Wineopholie, c'est pas forcément de faire un document explicatif sur ce qu'est le vin. Voilà, c'est pas du tout leur stratégie. À ce niveau-là, ce qu'ils veulent, c'est avoir un objet qui va être élégant, un poster qu'ils vont pouvoir partager et une mise en visuel d'une quantité d'informations. Et pour le coup, ça fonctionne vraiment bien. Sur la droite, vous avez une infographie qui est très intéressante qui s'appelle « Should I send this email ?» et qui va évoquer avec vous et vous questionner sur l'intérêt d'envoyer un mail avec des petits chats à son patron passé 11h le soir.
Donc l'intérêt là, c'est ce qu'on va appeler les yes/no answers. On va se balader autour du contenu, mais ça va avoir un côté un petit peu drôle parce qu'on va se prendre au jeu. Il y a un aspect très très ludique. Et donc, pour le coup, pareil, ils ont fait un très très bon travail parce que leur travail et leurs produits à eux, ce sont des cours en ligne et ils vendent des systèmes d'information. Donc quand on commence à avoir un média et un contenu viral qui, par le fait de sa simple représentation, exprime aussi le produit, je pense qu'ils ont vraiment bien fait leur job. Là, j'ai un petit peu regroupé ce qui va être pour moi une grosse partie de la scène infographie à l'heure actuelle. C'est les how-to, comment faire un site internet en 15 étapes, comment ne pas se faire griffer par son chat quand on l'emmène à la douche. Et en fait, la logique, elle est toujours la même. On va partir sur un nombre d'idées, un nombre de cas qu'on va vouloir mettre en place dans une thématique donnée. Et on va partir sur une lecture complètement linéaire. On va dérouler l'infographie data par data, contenu par contenu. Et en fait, le simple fait d'avoir une hiérarchisation, les textes plus en avant, les titres très très gros, et donc en fait, comme la création d'un site internet avec des H1, des H2, des H3, une segmentation des images et un ratio image-texte qui est très attractif, on va tout naturellement amener le lecteur à se poser des questions et à lire et à parcourir l'infographie. Donc c'est une façon un petit peu plus sexy que de fournir un contenu texte brut, et généralement ça favorise la lecture. Donc voilà. Il y a une question qu'il faut se poser, c'est en quoi est-ce que j'ai envie de fournir un contenu brut et en quoi est-ce que j'ai envie de de raconter une histoire. Moi, je suis assez friande du fait de créer une histoire, d'apporter du storytelling autour d'un contenu. L'infographie, ça s'y prête plutôt bien puisqu'on va avoir un début, un milieu, une fin, beaucoup d'informations qu'on va pouvoir regrouper et exprimer visuellement. Et du coup, il y a vraiment un moment où il faut se questionner sur le mode de représentation et si je pars sur uniquement l'exploitation de mes datas ou si je vais pencher vers une métaphore visuelle qui va enrichir le contenu et qui va le rendre plus attractif. Donc là, c'est deux exemples. Pour le coup, l'exemple du vin est très très chouette, donc je vous invite à aller la voir vous-même. C'est très intéressant. Et le deuxième exemple consiste dans... Ça va être l'étude de cas que je vais vous présenter après, mon travail chez Stu pour l'infographie des 40 ans de tennis. Donc on va en parler plus tard. Donc on a parlé storytelling, on a parlé juste avant des patterns qui étaient beaucoup plus orientés sur un argumentaire. Et il y a aussi le fait de créer un visuel basé sur du contenu. On ne va pas être dans une illustration plus ou moins gratuite, on va produire un contenu à valeur ajoutée, mais très très graphique et très visuel. Donc là, il faut vraiment se poser une question de stratégie de marque. Est-ce que ma marque a un avantage à s'exprimer de cette manière-là ? Ça peut paraître un petit peu gratuit ou pas, ça va dépendre du contexte. Et là, en tant que DA, en tant que designer, ça va être de questionner la nature du contenu, encore une fois, et d'accompagner la personne en charge de la rédaction ou l'équipe, le brief client, en tout cas, dans une dynamique de réflexion sur est-ce qu'il vaut mieux que je sois sur un argumentaire, comme on l'a vu précédemment, est-ce qu'il vaut mieux que je mise sur un visuel fort ou sur du storytelling. Donc là, c'est un petit peu, chacun fait comme il le sent, mais il y a quand même des contenus qui se prêtent plus ou moins à l'exercice. En pratique, donc là, si vous voulez vous réveiller, ça va être le bon moment. Je vais vous parler de plein de choses, et notamment du pas à pas et des do et don't que je rencontre dans le cadre de mon travail, de manière très pragmatique, sur la création d'infographies. Petite parenthèse au départ, le choix d'un sujet. Il y a des clients qui arrivent et qui nous disent, voilà, je veux faire une infographie, point. Bon, très bien. Très bon début, c'est une bonne initiative, vous avez envie de communiquer et de vous inscrire dans ce nouveau phénomène de communication, pourquoi pas, réfléchissons-en ensemble. On s'est rendu compte que la neutralité ne paie pas. On s'en fiche d'avoir les mêmes données, les mêmes datas, les mêmes contenus remouturés à une autre sauce si ça n'a pas un vrai intérêt pour différentes raisons, comme on allait évoquer avant, un documentaire, narratif, ou en tout cas, il faut réussir à orienter son contenu et juste donner des informations sans avoir de valeur ajoutée, ça ne fonctionne pas.
Voilà. Utiliser un jargon. On m'a demandé régulièrement, est-ce qu'il faut qu'on mette des mots techniques, est-ce qu'il faut qu'on n'en mette pas, est-ce qu'il y a une vraie vérité à ce niveau-là? Moi, je ne crois pas qu'il y ait une vérité. Je pense qu'on va, là encore une fois, on va se retourner vers ce qu'on s'est dit précédemment. On va être user-centric, on va penser à notre cible, et on va se demander ensemble, est-ce que ma cible market, ou ma cible en général, c'est que ça va être des jargonneux ou pas? Et quand on est dans l'idée d'avoir un contenu, le but, c'est pas de l'amoindrir, mais ça va être peut-être de jouer sur une petite définition de temps en temps, et puis de garder tous les mots-clés, parce que c'est important, quand on parle à une cible, d'utiliser son vocabulaire. Là, en parallèle, on peut aussi se poser la question de anglais ou français. Voilà, si on veut avoir une audience de 15 millions de personnes, 6,7 fois Paris, on va peut-être essayer de le faire en anglais quand même. On va aussi parler de l'actualité. L'actualité, c'est un vrai plus, mais ça, pareil, c'est pas une surprise, c'est une question de médiatisation. On va plus repartager, retweeter, on va plus donner de l'attention à quelque chose qui est d'actualité. Donc, on va essayer de se présenter son infographie et sa production de contenu à des temps donnés dans un calendrier. Ça paraît super logique, mais stratégiquement, c'est impitoyable. Donc, faisons-le, et faisons-le. Une autre petite chose, et qui est tellement secrète que j'ai décidé que je la partagerai uniquement avec vous sans la mettre sur la slide, ce n'est pas un oubli. L'actualité, c'est super. La neutralité, on oublie, c'est vrai. Pensons au fait de faire des suites. Je ne sais pas si vous avez en tête, et si ce n'est pas le cas, on en parlera plus tard, mais de la série d'infographies qui avait été réalisée par Canal+ en 2012, et qui était sur le principe de comment faire un film d'horreur, comment faire un film d'animation. Ce qui avait marché là-dedans, c'était déjà que Canal+ parle, bon, ça c'est très bien, et ils l'ont bien fait, d'accord, et c'est surtout qu'on était en attente, quoi. On voulait voir la suite et on avait une idée de collection. Donc avoir une idée de collection dans une gamme d'infographies, c'est un gros plus à prendre en compte. Donc, j'aurais dû introduire mon sujet un petit peu avant, donc on va en parler maintenant. En pratique, je réalise des infographies de manière assez régulière, et comme on parle d'actualité, et qu'on est en pleine actualité tennistique, cette transition a été plus élégante avant, je vais revenir sur le cas qui a été le cas des 40 ans de Roland-Garros, du partenariat Roland-Garros-BNP Paribas précisément. BNP Paribas et Roland-Garros, c'est une grande histoire d'amour. Moi, je l'ignorais jusqu'à l'année dernière. Enfin, peut-être pas, mais quand même. Et donc, on a eu les équipes de com de BNP Paribas qui sont arrivées chez Stu en nous disant, voilà, ça va être un événement. On a envie de parler de tennis de manière un petit peu détournée. Et on a surtout envie de rappeler ce partenariat et d'exprimer notre présence en tant que marque sur un événement qui est un peu plus funky que les rapports annuels, qu'on fait aussi. Et donc ça, c'est le premier brief qu'on a eu entre les mains. Alors a priori, on y voit un petit peu clair, mais je peux faire quelques rappels quand même. Et donc ils avaient un objectif d'accompagner l'évolution du tennis. Le mot évolution était super fort, hein, parce que ça recoupe les valeurs de BNP Paribas. Et là, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le ton fun et décalé. Je reçois ce document et je vois, tu vas pouvoir t'amuser. Très bien, c'est chouette. Ensuite, on peut voir aussi qu'il n'y a aucune data. Depuis tout à l'heure, je parle de contenu, de data. Des fois, on a des clients qui arrivent avec un brief et où il y a déjà tout écrit dessus. Là, ça a laissé une porte ouverte qui était énorme parce que on nous a donné des types de sujets. L'équipe BNP était là en train de nous dire, nombre de téléspectateurs, mais surtout la coupe des cheveux des joueurs, les tenues vestimentaires où justement il y a quand même eu des beaux ratés et vous avez dû voir des photos assez intéressantes à ce niveau. Et donc, en fait, là, on est parti, ça, c'est le pitch vrai de départ, et zéro data, donc liberté totale, pouvoir créatif assez dingue, mais par contre, ce souci, ce questionnement sur quand est-ce que j'aurai mes data et qu'est-ce que je vais pouvoir représenter in fine. Mais pour le coup, challenging. Au final, ça a donné deux infographies qui sont complètement différentes, tant par l'approche que la structure, que l'objectif qui était plus précisément ancré derrière chacune d'elles. Sur la droite, on a la première infographie qui voulait marquer cette idée de lien entre une marque, enfin entre deux marques et leur rapport par rapport au tennis dans une idée qui était de recouper par 4 datas à chaque fois les moments forts, une data par an concernant différents sujets que j'ai abordés tout à l'heure, les coupes des cheveux des joueurs, les types de raquettes, et donc par le prisme de leur relation, de parler tennis, tout simplement. Donc ça avait un intérêt qui était assez chouette, je trouve, en tant que non-adepte du tennis.
C'est que ça faisait un beau petit parcours et une belle façon d'appréhender un sport que je connaissais pas du tout. De l'autre côté, on est dans une infographie de fin de Roland-Garros l'année dernière. Et là, il faut parler marque. C'était le pitch. C'était BNP Paribas va s'imposer aussi bien sur la couleur que sur le fait d'avoir des chiffres clés, des chiffres chocs, et de dire, bon ben voilà, on est avec vous, mais on est fort ensemble. Donc deux pitchs différents. Et la difficulté, ça a été de réussir à faire un lien entre la première et la deuxième, tant par les codes graphiques que narratifs. Et je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc petit 1, grand 1. Contenu, les datas ne suffisent pas. Bon, on a eu le brief, super, on avance. Définir l'objectif et le fil conducteur. A priori, là, on n'était pas trop mal, on savait un petit peu dans quel sens on allait, mais il fallait affiner. Par contre, vous avez vu, il n'y avait pas de data quand même. On ne savait pas trop quoi illustrer, on ne savait pas trop quoi chercher, et on ne savait pas trop quoi On se questionnait, quoi. Donc là, il y a un gros travail de fond à faire et j'ai tendance à privilégier le fait de le faire en début de travail. Quand on est dans la représentation graphique et qu'on en est à des stades de finition, c'est toujours dommage d'être frustré, de passer du temps en recherche, de ne pas trouver ce qu'on cherche et surtout de ne plus avoir le temps de vérifier nos informations. Parce qu'une infographie, c'est assez impardonnable. On va produire une image et après, il n'y a pas d'édition qui est possible. Quand ça commence à être diffusé, c'est trop tard. Donc on va sourcer nos datas, on va les vérifier, les revérifier, on va envoyer ses clients au musée du tennis pour prendre des photos sur la forme des raquettes, par exemple. Merci Sarah. Et en parallèle de ça, on va constituer une ligne éditoriale. Parce qu'effectivement, on a une histoire à raconter, ou en tout cas, on va décider de raconter une histoire, mais il va falloir utiliser un mot, une ambiance, une atmosphère qui ne va pas être uniquement visuel. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est pas du tout mon métier, mais en tout cas, j'en ai ressenti énormément le besoin sur ce travail-là. Et on a fait un travail qui était très très intéressant, justement, de wording et d'échange avec les équipes BNP Paribas. Une petite chose que j'ai mise ici, mais qui devrait être qui doit transpirer un petit peu de toutes les slides. Là encore, on est sur du contenu qu'on va transformer. Et moi, je suis DA, d'accord, mais je ne connaissais pas le tennis. Voilà. C'est une honte, c'est vrai, mais j'étais pas du tout calé tennis. Et dans ces cas-là, je pense qu'il y a une bonne démarche à aborder qui va être d'avoir des experts métiers et avec qui on va pouvoir discuter. Parce qu'effectivement, moi, être subtil sur une représentation d'un type de raquette ou même dans la façon d'expliquer les choses, de ne pas avoir l'air d'être quelqu'un qui ne maîtrise pas du tout son sujet tennistique, ça aurait été ce serait été une chose vraiment catastrophique, désolé. Et donc le but là, ça va être de créer une petite équipe de réflexion et une équipe qui va vulgariser les contenus que je ne comprends pas. Parce que là, c'est un sujet simple tel que le tennis, mais quand on a une infographie à faire sur l'évolution des startups ou du vocabulaire métier très très précis sur un entrepreneuriat social, c'est tout simplement pas le même métier. Et donc là, il faut avoir des référents métiers. J'ai fait une parenthèse un petit peu longue, mais pour moi, c'est assez essentiel, donc j'avais envie de revenir dessus. Donc, petit 1, contenu, petit 2, hiérarchisation. Comme vous allez le voir, je passe beaucoup de temps à réfléchir. C'est pas forcément toujours très bien, mais en fait, je passe une grande partie de mon temps à réorganiser les données. Les données, les contenus, à réfléchir à ce que je vais vouloir dire. Ça sert à rien de se précipiter à faire tout de suite du visuel, parce qu'en fait, on va se faire plaisir visuellement, mais on va passer à côté de notre contenu et de notre narration, et donc de notre cible. Donc là, à ce moment-là, je vais me poser des questions avec mes objectifs que j'aurais définis. Je vais me raconter une histoire. Bon, bah, ça va me faire plaisir, je vais être contente. Je vais définir le début, le milieu, la fin, les points de focus, les articulations, comme si j'écrivais une histoire littéraire de 40, 200, 80 pages, peu importe. Et donc, je vais essayer de simplifier le message. On en a déjà parlé tout à l'heure. Simplifier le message, ça ne veut pas dire l'appauvrir. Donc il y a des fois, on ne peut pas simplifier, tout simplement parce qu'on parle des professionnels et qu'on n'a pas besoin non plus de leur parler comme à des enfants. Donc on va juste essayer de séquencer le message pour qu'il soit plus digeste. On va faire un reader digest, quoi. C'est le but vraiment de l'infographie. Et donc ça consiste en gros, une des techniques, c'est de segmenter l'information.
de se dire ce mot-là il est important, je vais en faire un titre, je vais avoir un sous-titre qui va être un peu explicatif et un corps de texte qui va être lu ou pas lu, mais en tout cas qui apporte cette densité d'informations. Si j'ai envie de parcourir le contenu en 5 minutes, je vais regarder que les titres, et on le fait tous, on le fait vraiment tous. Mais si par contre, j'ai retrouvé quelque chose que je n'avais pas trouvé dans un autre document, avoir un texte un petit peu plus pointu derrière, ça va faire toute la différence. Et c'est ça qui va faire que je vais avoir un engagement personnel en tant que lecteur, et que je vais avoir envie d'en parler à mes amis. À ce stade-là, j'ai toujours pas touché un crayon. C'est une pure frustration. Enfin, wireframe, petit croquis. Pour ceux qui viennent vraiment du digital, un wireframe, vous savez ce que c'est a priori. Pour les autres, ça va ressembler à un dessin un petit peu moche comme ça. Je ne m'attache pas vraiment à avoir une représentation fidèle, c'est vraiment pas le but. Il faut savoir que sur ces phases de travail, on a du temps, mais pas trop. Donc là, c'est formalisé par écrit et visuellement le cheminement de pensée que j'ai eu jusqu'à présent. Donc ça va être penser le média dans sa globalité, on est toujours cette idée de début, milieu, fin, et ça va être surtout de se dire, par exemple, où est-ce que je vais mettre mes points de contact de marque. Parce qu'une infographie, il faut avoir la présence de la marque, c'est un petit code que je ne vous ai pas encore donné, mais plutôt en début d'infographie, on annonce le sujet de manière très forte et très visuelle pour inviter les gens à la lecture. Et on peut, c'est à cet endroit-là qu'on va avoir une présence de marque, on va mettre un logo ou peu importe, mais en tout cas une présence de marque. En fin d'infographie, c'est la clôture avec laquelle on peut jouer graphiquement et dans laquelle on va passer tout ce qui est source parce qu'on est très documenté, on est des bons élèves et on produit du contenu de qualité qu'on va pouvoir vérifier au cas où. Et entre ces deux moments-là, des points de tension de la marque, il va falloir éviter d'être trop chiant. Et pour ça, il y a des techniques qui vont être de jouer sur les proportions, des éléments plus gros, des éléments plus petits. En l'occurrence, quand j'ai lu toutes ces informations et que j'ai commencé à me dire comment vais-je réussir à les organiser pour faire un contenu qui soit pas trop, en tout cas qui soit dynamique, je me suis dit il y a beaucoup d'informations. Ça, c'était la deuxième infographie que je réalisais pour BNP, c'était la deuxième de la campagne. Et je me suis dit, il faut absolument réussir à rythmer tous ces gros chiffres que je vais avoir du mal à exprimer visuellement tous. Ça n'a aucun intérêt. Si on met toutes les choses au même niveau, au final, on ne dit plus rien. Donc je me suis posé la question des codes à mettre en place et je me suis surtout posé la question de qu'est-ce qui va permettre la rupture dans cette infographie. Et donc en l'occurrence, là, à peu près au milieu, j'ai fait une grosse zone colorée avec un petit parapluie. Et déjà, avant même de savoir que ça allait être une grosse zone colorée avec un petit parapluie, j'étais en train de me dire, au milieu, il faut qu'il y ait un temps de rupture pour pour rythmer le document. Ça va être aussi le moment où, depuis tout à l'heure, je parle de contenu, de data, et j'ai pas du tout parlé des modes de représentation. Parce qu'effectivement, est-ce qu'il faut mettre un chiffre? Est-ce qu'il faut faire un petit camembert? Est-ce qu'il faut faire un rapport de proportion? On l'a un petit peu dessiné dans notre stratégie, parce qu'on a quand même fait 2 étapes avant celle-là. Mais c'est à ce moment-là que ça se joue. C'est un petit peu en fonction des datas qu'on a récoltées, c'est vrai, mais ça va être aussi de se dire, est-ce que c'est un chiffre choc ou est-ce que c'est une illustration avec un petit titre qui l'accompagne, un petit sous-titre qui l'accompagne? Donc c'est à ce moment-là que je le fixe un petit peu tout ça, que je fais ma sauce. Et puis après, je me mets un petit peu au boulot, pour de vrai, je sais pas. Donc je vais faire ce qu'on fait souvent quand on est pareil, un bon élève, on fait des planches tendances. Donc ça s'appelle aussi la définition de vocabulaire visuel. Ça va être la partie habillage. Pour l'instant, on n'a fait que du fonctionnel. Si on était dans le web, on dirait, voilà, j'ai fait mon HTML, ma sémantique. Pour l'instant, pas de CSS. On sait juste ce qu'on va dire, mais on ne sait pas encore comment. Et donc, généralement, c'est vraiment pas une surprise. On va réfléchir à la palette de couleurs, la typographie et l'iconographie. Et en se posant des questions qui vont être assez généralistes, telles que quelle intention narrative je vais vouloir mettre en place, et dans ce cas-là, il y a certaines couleurs qui vont être en contradiction avec cette intention. Quelles sont les tendances actuelles? Est-ce que j'ai envie de m'inscrire dans l'actualité ou pas? Et quels sont les codes de la marque? Et en fait, c'est souvent ça qui tranche. Ça va être avec une équipe client de décider quel va être le point de rupture entre la force de présence de la marque et la narration. Qu'est-ce que je peux me permettre par rapport au sujet donné? Pour les typographies, ma seule recommandation, ce serait d'en mettre moins de 5. Même si j'adore la typo et même si c'est très joli, on va essayer de faire tout simplement simple parce qu'on n'a pas envie que le lecteur regarde la typo. Il faut qu'il lise le texte.
il va regarder les dessins parce qu'ils vont être très bien, il va regarder les petits pictos et les petits camemberts, mais pour ce qui est du texte, il faut lui simplifier la vie et donc éviter d'avoir trop de... On ne veut pas le parasiter sur la lecture, donc on va l'accompagner à ce niveau-là et ça passe aussi par le choix des typos. Et pour le style iconographique, là, ça va dépendre de la sensibilité client, de ce qu'on a envie de faire et on peut être assez libre. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça a donné dans le cas de BNP Paribas et des infographies en question, pour que ce soit un peu plus clair. Concernant la palette de couleurs, j'ai eu une première frustration. Il fallait mettre du vert. Mais pas genre un vert, voilà. Non, il fallait mettre du vert fluo pour parler de We Are Tennis. Il fallait mettre du vert forêt pour parler de BNP Paribas. Il fallait en mettre beaucoup, sinon on n'était pas assez BNP. Et puis c'était quand même pas facile parce que, petit rappel tennistique que j'ai appris à ce niveau-là, Roland Garros, c'est terre battue, c'est pas vert. Vert, c'est autre chose au niveau du tennis. Donc là, c'était aussi une contrainte énorme à ce moment-là et qui m'a fait me poser énormément de questions. Ça voulait dire aussi qu'il fallait que dans mon ratio terre battue vers BNP, je trouve un équilibre et que je réinjecte des codes Roland Garros en mettant des terrains, qu'on comprenne bien qu'on parlait de tennis sur terre battue. Et donc après, j'ai décliné quelques petites palettes qui vont être dans les bleus, jaunes, couleurs un petit peu plus chères et blanc-beige pour accompagner ces couleurs. Et en complément de tout ça, j'avais quand même vu beaucoup de photos de vêtements de joueurs dans les années 80-90 et je me suis dit que ce serait dommage de passer à côté du fuchsia et d'autres verts un peu moins BNP Paribas. Pour la typographie, là, c'était une contrainte, mais du coup un côté assez pratique parce que je partais sur le set de fonte qui a été dessiné pour l'identité BNP Paribas et que j'ai appris à aimer, qui fonctionne très très bien et qui est très riche. Il y a des sérifs sans sérifs, il y a de la condensée, enfin, c'était très bien, voilà, c'était un bon moment. Et par rapport à l'iconographie, j'avais dans l'idée de partir sur quelque chose de très simple, parce qu'il y avait déjà beaucoup d'autres contraintes et que ça fait partie des vocabulaires que j'aime aborder. Parler épure, on va pas dire flat parce que ça devient un gros mot, mais en tout cas jouer sur ces rapports de forme et j'avais envie de mettre des balles. Et bon, ça s'est plutôt bien passé. Ma cliente a beaucoup apprécié l'idée des balles. Donc je suis partie sur ce genre de planche concept que j'ai travaillé dans un coin de mon Illustrator. Et ensuite, généralement, je fais quelque chose que je vous engage vraiment à faire, c'est que j'en parle avec quelqu'un. Voilà, j'ai un média, de la même façon que pour un dossier web ou une application. À titre personnel, j'ai besoin de proposer mon concept et de le faire prototyper et qu'il y ait des gens qui jouent avec mon travail pour voir où sont les points de rupture et où est-ce que ça ne fonctionne pas du tout. Là, je suis dans la production d'un contenu qui est à votre destination, enfin qui est à destination de gens qui ne savent pas que j'y ai passé quelques heures, que j'y ai réfléchi. Et donc, des fois, on a des bonnes idées, des fois, on a des moins bonnes, et surtout, des fois, on est à côté de la plaque, quoi, ça arrive. Donc, le but, là, c'est, je vais aller voir ma responsable de production, un membre de mon équipe, et je vais lui dire, bon, alors voilà, BNP Paribas, 40 ans, Roland Garros, on en est là, je vais montrer mes carnets de croquis. Je vais faire plusieurs propositions et je vais lui dire, voilà, qu'est-ce que t'en penses ? La narration, tu trouves ça sympa ? Je compte le faire comme ça. Je vais mettre mes petites couleurs et je vais dire, bon, est-ce que l'histoire, elle te parle ? Et généralement, quand il n'y a pas d'emballement, je retourne à ma table de travail. Mais sur ce coup-là, parce que c'est une belle histoire, sur ce coup-là, en fait, ça s'est très bien passé. On a eu des réajustements en interne, mais des petites idées qui ont enrichi le débat. Et le fait de proposer son contenu avant même qu'il soit finalisé à quelqu'un, ça frustre personne et ça enrichit le travail. Moi, je me suis posé des nouvelles questions, je me suis mis dans un état d'esprit différent et j'ai eu envie de proposer des choses complémentaires. Donc ça a été assez enrichissant. Donc généralement, je reformule mon brief vite fait. Je parle du concept narratif et créatif parce que bon, il faut quand même, j'ai un petit peu de concept derrière. Et ensuite, je fais une lecture commentée de mon wireframe. Je fais comme je l'ai fait tout à l'heure. Je dis bon bah là, je vois bien des petites coupes parce que ça exprime bien l'ambiance du trophée. Ici, il y aura des raquettes. On sera dans un vestiaire parce que j'ai pas envie de poser des raquettes brutes. Et à ce moment-là, quand c'est validé entre nous, qu'on est content de nous et qu'on sait dans quelle direction on va aller, je fournis tout simplement ces documents qui ont l'air d'être des croquis relativement instables à ma cliente parce que j'ai confiance en son jugement. Voilà. Et là, elle va me dire, bon, j'ai besoin de voir ce que ça donne. J'ai vraiment besoin de voir ce que ça donne. Ça a l'air intéressant comme ça, c'est très structuré, ça me parle, effectivement. Après, j'ai besoin d'un premier essai.
Donc je vais travailler sur un premier essai qui ne va pas être un bloc principal, mais je vais commencer à travailler et ouvrir mon Illustrator. C'est ce qu'on va, c'est étape 2, développement, 6, développement visuel, l'habillage. Est-ce qu'il y en a qui utilisent Illustrator parmi vous? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Oh, vous êtes plus nombreux que ce que je pensais. Parce que c'est un logiciel qu'on peut avoir tendance à fuir dans les milieux digitaux, à tort. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Illustrator, c'est un logiciel vectoriel, le logiciel vectoriel de la suite Adobe. Et il va avoir comme avantage de produire du vectoriel. Le vectoriel, ça va être un moyen assez fou de ne pas se figer dans une image en pixels. Concrètement, si mon infographie, demain, il y a un coup de cœur général en interne et qu'on décide d'utiliser un petit personnage qui était en bas à droite et qui faisait cette taille-là et qu'on décide d'en faire un 4x3 sur un immeuble, je l'ai fait en vectoriel, c'est étirable, c'est faisable. On applaudit bien fort parce que ça fonctionne quand même très bien et c'est magique. Si demain, je décide d'en parler à mon équipe technique et qui sont assez contents généralement de mes bonnes idées et que je leur propose, bon, on fait un site internet, ça va être fou, ça va être pour les 40 ans de Roland Garros et on va faire sauter des balles en vectoriel partout. Je pense qu'ils m'entendent, ils doivent me haïr. Et donc, c'est faisable aussi. Parce que comme on est en train de travailler sur du vectoriel, on dessine des points mathématiques qu'on va déplacer dans l'espace et on n'est absolument pas soumis à un format donné. C'est capital dans nos métiers et dans une idée de production, de chaîne de production. Moi, je ne pourrais plus m'en passer. Donc, je travaille donc sous Illustrator. Pour ceux qui connaissent un petit peu plus le logiciel, j'utilise des fonctions d'édition avancée qui vont permettre de créer un document qui sera éditable très très facilement. Je vais jouer sur la création de symboles, par exemple ces fameuses balles de tennis, je vous jure vous allez les voir à un moment donné. J'ai créé un symbole, je l'ai dupliqué des millions et des millions de fois, je ne mens pas. Si je fais une édition sur ce symbole-là, elle va s'impacter sur toute l'illustration. Alors c'est quand même magique parce que je propose une version de mon travail au client qui peut avoir des retours, et c'est souvent très justifié, qui va me dire « Bon, voilà, moi, j'aime pas tes balles de tennis, je sais pas comment te le dire, je vois que t'en as mis 200 sur ton illustration. Moi, je vais prendre un air peiné, je vais dire « ça me vexe beaucoup, j'ai passé beaucoup de temps au design de ces balles de tennis. Je prends sur moi, je reviens vers toi dans 3-4 jours pour te fournir un fichier à jour. » En fin de compte, ça m'aura pris un quart d'heure de tout remettre à jour, de faire des tests et d'avoir une vision live de tout mon projet. Pareil, en fait, c'est la même systématique pour les couleurs globales et les patterns, les bibliothèques de symboles. Ça va être le fait de préparer son document en amont du travail, de préparer ses palettes de couleurs, d'organiser son document et de pouvoir éditer chacune des couleurs de toute l'infographie. Pour moi, c'est assez magique. Donc là, à ce moment-là, j'ai mes palettes, tout le monde est content, ça avance très bien et je sais où je vais commencer à travailler pour de vrai. Et comme je n'avais pas envie de vous ennuyer, parce que je vous ai quand même déjà beaucoup ennuyé, non c'est faux, d'accord. Et je vais vous passer directement, on va faire un petit focus sur des éléments que j'ai trouvés clés sur cette infographie et comment est-ce que je les ai abordés. Cette partie-là, c'est la première infographie. Et par rapport aux données qui m'avaient été fournies, le contenu décalé et narratif, j'avais une petite problématique qui était l'habillage du haut de l'infographie. C'était de se dire que voilà, il allait falloir que je meuble, on est dans un espace particulier où j'ai un logo à mettre en place, il faut que je rappelle le branding et il faut que je rappelle la dimension de ce macaron des 40 ans de l'association, Roland Garros BNP Paribas, et qu'est-ce que je vais faire entre les deux. Donc là, ça a été un parti pris graphique et une proposition de ma part de dire je vais commencer comme une timeline. Par la suite, c'est pas une timeline, mais on va parler de tennis et on va parler de l'évolution, de la naissance du tennis. Je trouvais ça intéressant d'apporter ces informations-là pour pas donner de l'information, mais créer un habillage qui soit esthétique et qui amène à la dimension des 40 ans de tennis. Là, si on scrolle un tout petit peu, c'est ce que j'ai fait, on va sur la suite de la même infographie et là, pour le coup, plutôt que de poser bêtement des raquettes hors de leur contexte, de parler de vêtements sans les contextualiser, pareil, je me suis dit, moi, j'aimerais bien voir comment c'est en backstage. J'aimerais bien avoir l'impression d'être dans un vestiaire. Ça ne sert à rien d'en faire beaucoup, parce que le but, c'est quand même de la présentation de données, et c'est quand même montrer les différentes tenues des tennisman selon les années. Il y en a certaines que vous allez reconnaître, je pense. Et surtout parler de manière très, très documentée de ces fameuses raquettes de tennis,
Encore une fois, pour la petite histoire, ma cliente a été au musée du tennis pour me rapporter des photos, ce qui fait que là, on est sur quelque chose qui, en plus d'être réel, est apporté de manière narrative. On ne s'ennuie pas, on n'a pas l'impression qu'on nous met des informations en pleine tête. On a un côté, on peut lire de l'info, on peut découvrir, c'est un voyage. Voilà. Sur la deuxième infographie, j'ai été sur des codes beaucoup plus péchus et j'ai été dans une dynamique de champ contre champ. À ce stade de l'infographie, j'ai déjà dit pas mal de choses puisqu'on est quasiment à la fin. Et ce qui était intéressant, c'était l'idée de se dire, sur une infographie, on n'a pas de contraintes. On est sur un format JPEG qu'on va fournir à la fin. Et du coup, si j'ai envie de faire des champs, des contre-champs, d'avoir une lecture du texte qui va passer en avant et qui ensuite va disparaître à l'intérieur de l'image et avoir cette idée de profondeur, je peux le faire. Créativement, c'est assez génial et c'est pas le cas dans tous les médias. On n'est pas non plus limité à la longueur d'une infographie parce que ça, j'en ai pas encore parlé. Mais la seule vraie contrainte qu'on a, ça va être la largeur de l'infographie qui doit pouvoir être visible sur un peu tous les navigateurs, donc on va partir sur quelque chose d'assez standard. La longueur, à partir du moment où on a une belle narration, une belle dynamique, elle a très peu d'importance à mon sens. Ça, c'est le point de rupture que j'avais mis en place sur la deuxième infographie. Pour la petite histoire, j'étais en attente de données, c'est la chose qu'il ne faut pas faire. Et donc, il fallait quand même que j'avance. Et je m'étais dit, je vais avoir un parti pris graphique fort qui va faire une rupture. Avant, on n'est pas sur un vert dense, on est sur un terre battu. Après, on est sur une autre couleur. Et avoir ce rappel coloriel BNP Paribas très très fortement sur cette deuxième infographie, ça va faire une rupture visuelle dans mon image et ça va pas être chiant. Au contraire, ça va redynamiser et en fait, savoir qu'il y a eu X millilitres de pluie, j'ai fait ma propre sélection d'infos et je me suis dit, ce qui est important, c'est de savoir que c'était en 2007. Ce qui était important, c'est de savoir qu'il a beaucoup plu. J'ai des chiffres et des données qui sont plus intéressantes et sur lesquelles je vais avoir envie de porter mon focus. Là, c'était pas le cas. Donc j'ai pris le parti de ne pas mettre de diagramme ou de camembert, mais juste d'instaurer un petit moment un peu plus poétique. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a livré une infographie au client ? Généralement, il y a cette idée de social media. Qu'est-ce qui se passe ? C'est là qu'on a un petit rôle de conseil quand même, parce qu'il y a des bonnes pratiques. On va essayer de poster au bon moment dans la journée. Donc il y a les heures ici, fixez-vous sur ces heures. Sur Twitter et Facebook, une bonne pratique consiste aussi à faire une photo ou à avoir un ajout d'image à l'intérieur de son lien. Ça paraît bête, mais à partir du moment où il y a le mot infographie entre crochets plus une petite image, ça va être plus lu. Donc c'est tout à notre honneur. Une petite chose aussi sur laquelle j'aime revenir, c'est l'idée d'hébergement. Vous allez mettre une image sur Internet, elle est nulle part. Waouh, quel intérêt. Donc l'idée, ça va être de faire une page Internet sur votre site, d'expliquer ce qu'il y a dans cette infographie pour que les blogueurs et les gens qui réutilisent le contenu puissent piocher dedans. Et c'est surtout que ça va être un endroit, une page vers laquelle on va tomber si vous avez hébergé votre image sur Pinterest et un lien qu'on va pouvoir transférer tout simplement. Donc c'est assez essentiel. Ça va apporter de la visibilité à votre site, c'est pas plus mal. Les plateformes, on pourra en énumérer pas mal, Pinterest, Visually, les blogs spécialisés. Là, c'est un petit peu moins mon domaine, mais on a quand même l'habitude de gérer ces idées de marketing et on va accompagner la marque dans le choix de ses blogueurs et des dispositifs digitaux à mettre en place. Le mot de la fin. Alors, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais en gros, la partie visuelle d'une infographie, c'est la fin de parcours. On va s'attacher à construire un document, un contenu. On va s'attacher à créer quelque chose qui soit du sur-mesure pour la cible, que la marque puisse se retrouver dans les valeurs qu'on aura évoquées et de créer ce que je vais appeler un nouveau format rédactionnel qui devient nécessaire par rapport à nos habitudes de non-lecteurs. Donc il est conçu lecteur-friendly et c'est surtout très viral parce qu'on va apprécier le contenu, on va le partager et c'est donc un avantage pour les marques. Je considérerais comme une erreur le fait de ne pas s'intéresser au sujet, mais apparemment vous êtes quand même plusieurs ici à vous poser la question. Donc tout n'est pas perdu, on va produire du contenu de qualité en avant. Hop, et merci. Est-ce que vous avez des petites questions ? Des choses un peu moins claires que d'autres ? Il y a une main là, il y a une main là.
c'est très impressionnant le fait, j'avais envie de le dire, d'être là. Alors en fait, j'aurais dû me mettre là-bas. C'est très impressionnant, comme ça. Je t'écoute. Bonjour. Là, je vais répondre une mauvaise réponse. Sur la partie budget, c'est pas moi qui m'en occupe, tout simplement justement pour avoir l'esprit un peu tranquille, parce que si on a des contraintes budgétaires en permanence, moi ça a tendance à me paniquer et à bouffer ma créativité. Donc je préfère laisser ma responsable de production s'en occuper. Ce que je peux te dire par contre, c'est que là sur ce travail d'infographie, et sur d'autres d'habitude, le temps de réflexion, de pige d'images, tu vois, les premières étapes sur lesquelles j'ai travaillé, avant d'arriver à quelque chose de visuel, ça, il faut que ce soit plié dans la journée, max. Grand max. Généralement, à la fin de la journée, j'ai déjà une amorce sur les planches de tendance. Et la journée d'après, je livre mes premiers blocs. Alors généralement, comme c'est assez pratique une infographie parce que ça se structure en blocs, on n'est pas obligé de présenter le header en premier, mais généralement j'ai tendance à dire qu'un client, ce qui est normal, c'est pas son boulot de se projeter dans un travail d'artiste. Parce que des fois, on se la raconte artiste, on fait des petits croquis, on met des couleurs, on dit que c'est des planches tendance. Mais ils ont besoin de voir quelque chose de concret. Donc moi, je vais livrer une partie de l'infographie. Et ensuite, on va avoir une idée de développement visuel sur la base de cette première itération qui aura bien fonctionné. Donc pour répondre à ta question, sur la partie réflexion, je vais en être à une journée et demie. Au bout d'une journée, une journée et demie, j'ai déjà bouffé mon temps de réflexion. J'ai déjà envoyé des choses aux clients. J'attends ses retours, on retravaille ensemble. Et après, ça va dépendre de la longueur de l'infographie et du style que j'aurai employé. Sur l'infographie qui avait présenté tout à l'heure, je peux dire que pour les 2 infographies, on était à en tout et pour tout, de la réflexion jusqu'à la livraison, à une dizaine de jours ouvrés, retour compris, vérification des données et relecture du wording, ce qui est en fait le plus long. Parce que si on part pas sur des contenus définitifs ou qu'on y a des nouvelles idées en cours de route, ça bouffe le temps, un temps infini. Donc voilà. Désolée pour la précision. Petite autre question ? Bonjour. Bonjour, merci pour la présentation, très belle. J'avais une question par rapport à la recherche de contenu, parce que moi j'essaye d'en faire des infographies parfois, mais je mets énormément de temps. Félicitations. À trouver, déjà, à trouver, et 2, à organiser. Et troisièmement, par exemple, tout à l'heure vous avez montré l'exemple de la pluie. Et comment vous osez, entre guillemets, mettre ça dans l'infographie en vous disant ça va être lu, est-ce que ça va être bien être pris, enfin, tous les petits trucs comme ça. Comment est-ce que j'arrête de me poser des questions à un moment donné, en fait ? Ouais, peut-être. Ouais, bah en fait, le résumé un petit peu qu'il faut voir de ça, c'est que je suis quelqu'un d'assez ordonné, assez structuré. Et du coup, je commence à avoir ma mécanique de travail en place parce que c'est un sujet que je pratique, tu vois, c'est une question de pratique. Et je sais très bien qu'à un moment donné, il faut que je me pose des questions. À un moment donné, il faut que j'éventualise, il faut que je schématise, qu'il faut que je questionne mon entourage. Et à un moment donné, ça s'arrête, quoi. À un moment donné, ça s'arrête. Et là, je vais avoir des métaphores qui vont venir, que ce soit par ma culture personnelle ou par des idées clients, parce que très régulièrement, on travaille avec des gens qui sont pleins d'idées, quoi, et qui vont arriver vers toi et qui vont te suggérer des choses. C'est pas toujours le cas, mais quand c'est le cas, c'est génial parce qu'on se retrouve dans une position où on n'a pas l'impression de décevoir, tu vois. On va juste exploiter une idée qui est pas la nôtre et lui donner un autre sens et un autre pouvoir. Donc en gros, je pense que la problématique de recherche de contenu, il faut que tu la sépares vraiment de la partie production. C'est le seul conseil que je peux te donner. Après, c'est un vrai travail, la production de contenu de manière générale. Et avant même de produire la partie illustrée, c'est vrai que tu dois passer un temps fou de collecte de données. Il y a une petite technique Sioux et que je ne devrais pas révéler, mais qui consiste, pour s'exercer, à prendre des infographies existantes, en collecter plein sur le même sujet, capter les notions que tu as envie de réexploiter et de faire ta propre narration et ton propre choix d'idées parmi quelque chose qui aura été sourcé. Tu vérifies les sources qui sont en bas de page, mais quelque part tu pars sur un panel de choses qui ont déjà été sélectionnées pour toi. Ou alors tu te fais assister par un rédacteur ou ce genre de choses. D'accord. Et parmi les inspirations, tu arrives toujours à réussir à faire une infographie qui ne soit pas, entre guillemets, visuellement copiée sur une autre. Tu arrives toujours à ressortir dans quelque chose de pas ordinaire ou...
Bah, ou déjà vu? ça, c'est un problème de créatif. De manière générale, on a toujours l'impression qu'on fait 10 fois le même site, 10 fois le même document, et en fin de compte, c'est pas forcément le cas. Moi, je vais avoir un petit avantage, il va falloir que je m'en aille apparemment. Je vais avoir un petit temps de pige personnelle. Je suis sur Pinterest, attention. Et du coup, je vais me collecter des illustrateurs que j'aime, des infographies que j'aime, et je vais faire ressortir ça en fonction des sujets que j'ai à traiter, juste à titre informatif, pour me mettre dans un bain, dans un bain créatif. Et du coup, j'ai l'impression de me renouveler. Après, pourvu que ça dure.